Oh yeah! Bonjour. Alors, je suis contente de vous retrouver dans une nouvelle série de vidéos où nous allons aborder des sujets sensibles qui pourraient mettre à l'épreuve nos doutes, nos incertitudes et notre résilience. Nous allons parler des changements de cycle, d'une éventuelle pénurie de Bitcoin, des risques catastrophiques que nous pourrions encourir, autant de scénarios qui pourraient bouleverser le marché des crypto-monnaies. C'est pourquoi nous terminerons sur une note positive dans cette série en parlant de la manière dont on pourrait adapter nos stratégies pour optimiser nos investissements. Alors il y a tellement de choses à dire que je vais diviser ce sujet en 3 vidéos distinctes afin que ce soit plus digeste et plus facile à suivre. Dans la première vidéo, donc celle d'aujourd'hui, nous allons explorer les fondements des changements de cycle et ce qui influence leur évolution. Dans la deuxième vidéo, nous parlerons des ETF Bitcoin, des réserves gouvernementales, des risques systémiques. Et enfin, dans la troisième vidéo, nous parlerons de pénurie de Bitcoin et nous verrons aussi les implications concrètes sur nos investissements et surtout, nous verrons comment adapter nos stratégies face à ces nouvelles dynamiques de marché. Alors accrochez-vous parce que ces infos pourraient tout changer. Avant de vous expliquer tout ça, je voulais vous rappeler pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, d'aller regarder les interviews du sommet des crypto-monnaies, le lien est dans la description. Dans ces interviews, je fais souvent allusion au changement de cycle en parlant de différentes phases et de leur durée. Je pensais à l'époque que nous garderions des cycles de 4 ans parce que c'est un narratif qui est bien installé, mais par contre que les phases à l'intérieur de ce cycle pourraient évoluer. Aujourd'hui, 1 an plus tard, voire même 2 ans plus tard, parce que j'en parlais déjà il y a 2 ans, je suis plus très sûre de ça. Je pensais que nous aurions encore quelques cycles devant nous avant que la durée ne change, mais au vu de ce qui s'est passé cette année, je me demande si ce changement n'est pas beaucoup plus proche qu'on ne le pense. Depuis toujours, l'économie fonctionne par cycle, et là je ne vous parle pas du cycle des crypto-monnaies, je vous parle de l'économie en règle générale. Des périodes de croissance suivies de ralentissement, de récession, puis de reprise. Ces cycles ont longtemps duré environ 4 ans, au début de l'économie moderne, notamment au 19e siècle, avant de s'étirer avec le temps. Oui, laissez-moi répéter, mais vous avez très bien entendu. Au début, les cycles économiques, donc la finance traditionnelle, duraient environ 4 ans. Alors, ils n'avaient pas de halving, eux. D'accord ? Donc, c'est quelque chose à prendre en considération de très important. Donc, ces cycles de 4 ans ont fini par s'étirer et aujourd'hui sont généralement de 5 à 12 ans. Et certains événements économiques majeurs se produisent tous les 80 à 100 ans. Donc, il y a eu un tournant majeur dans notre économie dans les années 80. Alors, pourquoi ces cycles changent-ils de durée ? À l'époque, au 19e siècle, les marchés étaient moins structurés, les flux d'argent étaient plus locaux et les crises survenaient plus fréquemment. L'économie reposait surtout sur l'agriculture et la production industrielle naissante, ce qui expliquait ces cycles courts et réguliers. Avec l'essor des banques centrales, de la mondialisation et des politiques économiques plus sophistiquées, les cycles ont commencé à s'allonger. Aujourd'hui, un cycle économique dure en moyenne entre 5 et 12 ans, comme on l'a vu, avec des événements plus rares mais plus marquants. Certains crashs majeurs, comme 1929 par exemple, semblent suivre une dynamique de long terme avec une crise d'ampleur environ tous les 80 à 100 ans, parfois même 120 ans. Ces crises ne sont pas de simples corrections du marché, mais des événements transformateurs qui changent les règles du jeu. Parmi ces crises, on peut citer la tulipomanie en 1637, la panique de 1873, le crash de 1929, la crise pétrolière de 1973 et même, je vais le mettre entre parenthèses, mais on pourrait aussi parler de la crise des subprimes de 2008. Le truc, c'est que ces crises majeures pourraient survenir de plus en plus fréquemment, alimentées par notre cupidité et l'accumulation de produits financiers artificiels, créés uniquement pour générer toujours plus d'argent. Des instruments comme les futurs, les options, les subprimes et bien d'autres ne reposent souvent sur aucun fondement tangible, mais sont intégrés au marché pour maximiser les profits, quitte à en compromettre la stabilité. La finance traditionnelle est corrompue jusqu'à la moelle. Je ne vous apprends rien. Elle est complètement déconnectée de la réalité économique. Il ne s'agit plus de faire de l'argent avec des actifs réels, mais de créer sans cesse de nouveaux produits dérivés sans valeur intrinsèque pour alimenter une machine spéculative sans limite. Prenons l'exemple des subprimes. Pour ceux qui ne savent pas, les subprimes étaient des prêts immobiliers à haut risque accordés aux emprunteurs ayant un mauvais dossier financier, c'est-à-dire peu ou pas de capacité de remboursement. Pour compenser ce risque, les banques pratiquaient des taux d'intérêt très élevés,
attirant ainsi des milliers d'acheteurs incapables de réellement payer leur crédit sur le long terme. D'autant plus qu'ils impliquaient souvent des taux variables. Alors on va y revenir, mais les taux variables, ça veut dire que les taux changent régulièrement. Et en général, ils vont pas dans le bon sens. Ils régressent pas, ils font qu'augmenter. Ces prêts étaient ensuite regroupés en produits financiers complexes appelés des CDO. Puis ils étaient revendus à des investisseurs et à des banques du monde entier sous l'apparence d'un actif sûr et rentable. J'aimerais que vous compreniez clairement de quoi il s'agit ici. On accorde des prêts à des personnes qui n'ont pas les moyens de rembourser, ou en tout cas c'est limite. On les assomme avec des taux d'intérêt élevés, et comme je l'ai dit, variables, donc qui ne font qu'augmenter. Et en plus, on a le culot de leur vendre ça comme une opportunité. Je veux vraiment être clair pour que vous compreniez vraiment bien. Permettez-moi d'insister, mais on offre des prêts à des gens qui, dès le départ, n'ont pas la capacité de rembourser, et encore moins si le taux d'intérêt grimpe. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? Les banques regroupent tous ces prêts toxiques dans un énorme package financier en dissimulant soigneusement la réalité du contenu. Elles ne montrent que la façade brillante et rassurante. Et ensuite, elles revendent tout ça à des investisseurs qui sont peu méfiants. Mais c'était couru d'avance que ça allait tous péter la gueule. Ben oui, les banques se gavent en exploitant les emprunteurs, en leur pompant un maximum d'argent avec des taux toujours plus élevés, et je le rappelle, ce sont des gens qui n'ont pas la capacité de rembourser. Puis elles se gavent encore une fois en revendant tout ça à d'autres investisseurs sans se soucier des conséquences, et avec l'argent récupéré, elles le réinvestissent dans d'autres produits ultra risqués, reproduisant encore et encore le même schéma destructeur. Prenez une minute pour bien assimiler ça, parce que toute notre économie repose là-dessus. C'est notre système actuel, c'est exactement comme ça qu'il fonctionne. Ils inventent sans cesse de nouveaux moyens de faire de l'argent sur notre dos, en bâtissant des fortunes sur du vent, en manipulant, en cachant et en revendant du vide. Ensuite, bien évidemment, ça crée des crises en chaîne dès que la bulle finit par exploser. Et le pire, c'est que ce que je viens de vous décrire n'est qu'une fraction de ce que font les banques et les grandes institutions avec notre argent dans notre dos. Alors pourquoi il y a eu la crise des subprimes ? Eh bien, tout a fonctionné jusqu'au moment où les emprunteurs ont commencé à faire défaut en masse, ne pouvant rembourser leurs prêts. Et pourquoi ils ne pouvaient pas rembourser leurs prêts ? Parce que les taux d'intérêt ont augmenté, donc rendant les mensualités de plus en plus lourdes. Et je rappelle qu'ils n'avaient déjà pas la capacité avant. Les emprunteurs surendettés, donc, n'ont plus pu rembourser, entraînant des saisies immobilières massives. Donc ça a déstabilisé le marché de l'immobilier, puisque comme on pouvait trouver des maisons pour une bouchée de pain, forcément, ça a fucké tout le truc. Donc le marché immobilier s'est effondré, faisant chuter la valeur de toutes les maisons en laissant les banques avec des tonnes de créances irrécouvrables. Les produits financiers basés sur ces prêts se sont effondrés à leur tour, déclenchant une crise bancaire mondiale. Et alors là, eh bien, des grandes banques comme Lehman Brothers ont fait faillite parce qu'elles étaient trop exposées à ces actifs toxiques, et là c'est une cascade en chaîne. Donc cette illusion d'argent facile basée sur un modèle totalement artificiel a provoqué une crise qui a coûté des milliards de dollars et plongé des milliers de personnes dans la pauvreté. Le truc, c'est que ces mécanismes spéculatifs sont toujours en place, sous d'autres formes, mais ils sont tous là, prêts à déclencher de nouvelles crises. Alors revenons aux années 1980, où un changement radical a bouleversé le fonctionnement des marchés financiers. Ce tournant décisif a été l'introduction et la démocratisation massive des produits dérivés. Ce sont des instruments financiers qui permettent de générer de l'argent sans posséder réellement l'actif sous-jacent. Et c'est justement ce genre de choses qui fait en sorte qu'on va sûrement avoir de plus en plus de crises. D'ailleurs, on le voit déjà. On a eu, depuis les années 80, à peu près tous les 10-12 ans, on a une crise majeure. Ce qui n'était pas forcément le cas avant, mais c'est normal, on multiplie les produits dérivés. Ça peut pas fonctionner. Donc pourquoi ça s'accélère, ces crises ? Parce qu'on met des produits dérivés et notre économie ne ressemble plus à rien, ce n'est plus une économie, c'est une machine spéculative. Alors c'est quoi en fait exactement l'argent artificiellement créé sur les marchés ? Et pourquoi ils font ça ? Et quels sont les risques ? Eh bien, l'argent artificiel sur les marchés, ça correspond à la création de richesses déconnectées de tout actif tangible. D'ailleurs, pour être encore plus précise, tout a commencé avec les accords de Bretton Woods, puis ça a pris un tournant décisif en 1971 lorsque le président Richard Nixon a mis fin à la convertibilité du dollar en or. Cette décision a marqué le début d'un système monétaire entièrement basé sur la dette et la création monétaire illimitée, ouvrant la voie aux produits dérivés et à la spéculation massive que nous connaissons aujourd'hui.
Autrement dit, pour ce qui concerne les marchés financiers, on ne crée pas de valeur réelle, on ne fait que parier sur des prix futurs d'un actif. C'est l'équivalent de parier chez un bookmaker, mais avec une façade légale et un vernis institutionnel. Les produits dérivés, comme les futurs, les options et tout un tas d'autres produits connexes, sont au cœur de ce système. Plutôt que d'acheter un actif directement, comme une action, de l'or ou même du bitcoin, ces outils permettent aux investisseurs de spéculer sur son prix, d'emprunter plus d'argent et de créer des positions avec un effet de levier gigantesque. Mis à part l'aspect spéculatif évident, je vous rappelle également que les actions ont été inventées pour soutenir des projets, pour leur donner, c'est un peu comme des levées de fonds, c'est leur donner une participation, leur donner des liquidités pour qu'ils puissent évoluer. Quand on a des produits dérivés, c'est juste les banques qui se gavent. Personne d'autre, l'argent ne va pas aux ne va pas aux sociétés. C'est les banques qui permettent de parier sur le prix d'un actif. C'est les banques qui engrangent tout ce fric. Donc on est très loin de la fonctionnalité du marché économique. Alors pourquoi ils font ça ? C'est évident, c'est pour maximiser les profits sans immobiliser de capital réel. Donc les banques, les hedge funds, les institutions financières utilisent les produits dérivés pour s'exposer au marché sans réellement acheter les actifs. Donc cela leur permet de parier sur des mouvements de prix avec des montants astronomiques sans avoir besoin de détenir les actifs eux-mêmes grâce aux effets de levier. D'ailleurs, c'est une deuxième chose. Pourquoi ils font ça ? Parce qu'ils ont justement un effet de levier massif. Avec les produits dérivés, un dollar réel peut contrôler 10, 50, voire 500 dollars de position sur le marché. Ça signifie que l'argent circule bien au-delà de ce qui existe réellement, ce qui gonfle artificiellement la taille des marchés financiers. Et puis, est-ce qu'on peut aussi parler de la manipulation des prix pendant qu'on y est ? Ben oui, les grandes institutions, elles utilisent ces outils pour influencer les marchés à leur avantage. Par exemple, quand on short un actif avec des futurs, ça permet de faire baisser son prix. Et inversement, lorsqu'on achète en masse via des longues, on fait grimper artificiellement le prix. Est-ce que vous voyez où je veux en venir ? Est-ce que vous voyez pas la relation avec ce qui se passe en ce moment sur le marché des crypto-monnaies depuis plusieurs mois ? Ils shortent les marchés avec des leviers pour maintenir le prix du bitcoin sous un certain seuil, tout en empochant des millions de dollars au passage. Oui, parce que ils shortent, donc ils font baisser le prix. Donc comme ils ont parié à la baisse, ils gagnent en plus, sous forme de trading, ils gagnent en plus des millions de dollars. Et cerise sur le gâteau, ils amènent le prix du bitcoin, en tout cas ils le stabilisent, à un prix qui leur convienne. Pourquoi ? Parce que maintenant, ils peuvent acheter du bitcoin pour leurs ETF à un prix correct, avant de laisser remonter les prix et faire des profits sur leurs ETF. Et passer des longues au passage et encore engranger de l'argent en pariant à la hausse. C'est ce qu'on appelle une phase d'accumulation, ou plus précisément, selon moi, c'est une phase de manipulation. Alors quels sont les risques de ces pratiques ? C'est évident, une instabilité extrême, puisque ces produits ne sont pas adossés à des actifs réels. Tout repose sur la confiance et les anticipations. Lorsque le système est trop chargé en dette et en position spéculative, une correction brutale peut provoquer une correction majeure, voire même un effondrement total. Il y a aussi les crises à répétition. C'est exactement ce qui s'est passé en 2008 avec les subprimes. Des actifs pourris, empilés dans des produits dérivés, ont fait exploser le marché immobilier et provoqué une crise mondiale. Aujourd'hui, la dette des produits dérivés représente des centaines de milliards de dollars, bien au-delà de l'économie réelle. Il faut vraiment que vous compreniez ça. Donc bien évidemment, tout ça a un impact majeur sur les actifs de base. Quand trop de produits dérivés s'accumulent autour d'un actif, ce n'est plus l'offre et la demande réelle qui déterminent son prix, mais la spéculation des marchés dérivés. C'est pourquoi aujourd'hui, les cycles des marchés long terme sont devenus bien plus rapides et imprévisibles qu'au 19e siècle. Et je dirais même qu'au XXe siècle. Alors pourquoi tout a changé dans les années 80 ? Parce que jusque dans ces années-là, le marché évoluait lentement sur des décennies, voire des siècles, en suivant l'économie réelle. Donc on était aux prises des crises réelles, comme une crise météorologique, comme une catastrophe naturelle, comme une mauvaise récolte, etc. Alors que maintenant, on dépend des produits dérivés, de toutes les conneries qu'ils font. Alors bien que les cycles classiques duraient environ 4 ans à l'époque, les cycles long terme, ceux qui conduisent aux crises majeures, étaient bien plus étalés dans le temps. Mais avec l'explosion des produits dérivés et l'adoption des politiques monétaires ultra expansionnistes,
tout a basculé. Les cycles économiques se sont accélérés, devenant plus courts, plus brutaux et plus imprévisibles. L'introduction des produits dérivés combinée à la dérégulation des marchés a permis aux bulles et aux crashs d'apparaître bien plus rapidement et bien plus souvent. Les marchés sont devenus des machines à spéculation déconnectées de l'économie réelle. C'est un véritable casino, une putain de machine à fric. C'est ainsi que nous sommes passés d'une économie relativement stable à un système où chaque décennie apporte une nouvelle crise majeure avec des cycles de plus en plus destructeurs. Bitcoin a été conçu comme une alternative à ce système corrompu avec un nombre limité de 21 millions d'unités et une gestion transparente et décentralisée. Mais le problème, c'est que les mêmes outils de dérivés ont été installés sur Bitcoin. Cela pourrait donc accélérer considérablement son évolution et ses cycles d'une manière totalement artificielle. Mais oui, parce que les futurs, les options, tout ça, ça existe sur le Bitcoin. Les exchanges vendent tout ça. Donc ce qui a pris un siècle pour l'or ou les actions pourrait arriver en quelques années pour le Bitcoin, étant donné que ces outils sont déjà en place sur son marché. À l'époque de l'or, ça n'existait pas tout ça, puisque c'est arrivé dans les années 70-80. Mais là, le problème, c'est que Bitcoin, dès son deuxième cycle, on leur a foutu tout ça. Les futurs, ça existe depuis 2017. Donc, dès le début de Bitcoin, il avait déjà des produits dérivés. Très rapidement, on lui a foutu des produits dérivés sur le dos. Donc, ça va forcément avoir un impact sur les cycles des Bitcoins. Si ça a eu un impact sur les cycles traditionnels, vous doutez bien que ça en aura un aussi sur le Bitcoin. Les ETF Bitcoin, les futurs, les options permettent aujourd'hui aux grandes institutions de manipuler le prix du Bitcoin, exactement comme elles le font sur les marchés traditionnels. Donc, ça signifie que Bitcoin pourrait perdre rapidement sa volatilité naturelle et devenir aussi contrôlé et spéculatif que les autres actifs. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne immédiatement pour être sûr de ne pas oublier, parce que dans la prochaine vidéo, nous parlerons des ETF, de tous les produits dérivés qu'ils engendrent, des risques majeurs qu'ils font peser sur le marché, ainsi que d'une éventuelle pénurie du Bitcoin et de toutes ses implications. Donc abonnez-vous pour ne pas manquer les 2 prochaines vidéos capitales qui vous aideront à affiner vos stratégies face à cette nouvelle réalité. Parce que dans la 3e vidéo, je vous rappelle que nous verrons comment ajuster le tir et investir intelligemment en tenant compte de ces dérives et de nouvelles dynamiques sur ce marché. Alors j'espère vous avoir appris des choses et vous avoir ouvert les yeux sur la corruption totale de nos marchés et que vous avez compris pourquoi c'est un danger pour le Bitcoin. Sur ce, je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Bye!